Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire ayant pour thème le sommeil, le travail de nuit et le travail posté. Nous allons patienter quelques petites minutes pour les éventuels retardataires. Alors, est-ce que tout le monde entend correctement ? Oui, très bien. Donc c'est parfait. Nous allons commencer. Donc, je me présente, je suis Virginie Cornic, je suis infirmière en santé au travail au service santé travail en Iroise de Brest. Donc, avant de commencer, je vais vous indiquer que vous pouvez poser des questions dans la messagerie sur la droite de votre écran. Si la messagerie n'apparaît pas, vous pouvez cliquer sur le petit icône avec des bulles de discussion qui se trouvent en bas à droite de votre écran. Toutes les questions que vous nous poserez seront notées et nous vous répondrons en fin de présentation. Donc, je vais vous présenter le réseau Présence Bretagne. Donc, c'est le réseau Présence, se trouve sur toute la France. C'est une association qui regroupe des services de prévention et de santé au travail interentreprises. Et sur la Bretagne, sur les 4 départements, il regroupe plus de 9 services de prévention en santé au travail. Donc, sur la diapo suivante, vous pouvez voir que ces différents services de santé au travail suivent plus de 835 000 salariés et c'est donc 76 651 entreprises adhérentes à nos services. Cela représente 884 professionnels qui sont répartis tout d'abord par des médecins du travail, donc 228 médecins du travail sur toute la Bretagne, 123 infirmiers, 143 préventeurs spécialisés, donc ça ce sont les ergonomes, toxicologues, assistants techniques, psychologues du travail, etc. 269 secrétaires médicales et 121 personnes qui viennent en fonction support, c'est-à-dire ce sont les personnes qui travaillent dans les directions, les services RH et à l'accueil des services. Donc, cette semaine de rencontres en santé et travail nous permet de vous présenter des actions et de vous donner des informations menées par nos services, notamment ceux sur la prévention des risques professionnels. Ce webinaire est enregistré et vous pourrez avoir accès au replay sur le lien que vous avez cliqué pour accéder actuellement à ce webinaire. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Dor qui va vous parler du travail de nuit et posté. Donc, il va vous parler du sommeil, de l'alimentation, de la chronobiologie et des conseils, bien sûr, pour avoir un bon sommeil. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis Dominique Dor, médecin du travail somnologue à l'Amiens. Alors, je ne suis pas tout seul, là, je suis avec le docteur Bassène qui est à ma gauche, là, et Marie-Noëlle Laribe, une infirmière du service de santé au travail. Donc, en effet, on va parler du travail de nuit et du sommeil de l'alimentation. C'est le thème de ce webinaire. Alors, merci d'avoir pas mal d'inscrits. Le principe, c'est de faire une présentation d'une heure, pas très longue, assez courte, mais le principe, ça serait, si vous voulez faire des actions dans vos entreprises, si vous vous sentez concerné, après les services de santé au travail sont là pour vous aider dans ces actions, et donc c'est le but de ce webinaire.
Alors, donc nous allons parler d'abord du travail de nuit. Qu'est-ce que le travail de nuit? Puis quelques diapositives sur le sommeil, des conséquences sur la santé du travail de nuit, et puis les conseils qu'on donne aux salariés pour ça, et sur l'alimentation. Donc, c'est une revue un peu. Alors, quel salarié est concerné par le travail de nuit? Le Code du travail, la dernière expression du Code du travail, c'est en 2016, les articles L3122.1 à L3122.24, donc il y a pas mal d'articles qui concernent qu'est-ce que le travail du travail, les missions des services de santé au travail. Ça commence le Code du travail commence toujours par le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. C'est ce qu'on dit, en principe, il faut limiter un risque, et ils insistent toujours sur ça. Et ce n'est pas le cas, vous allez voir, il y a de plus en plus de gens qui sont, hélas, en travail de nuit. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le travail de nuit? Globalement, c'est un travail qui est effectué entre 21h et 6h du matin. Il peut y avoir des accords de branche où on peut décaler les horaires du travail de nuit, par exemple 22h, 7h. Il y a toujours minuit, 5h du matin qui est compris dedans. Et puis, il y a des cas particuliers pour les jeunes, les moins de 18 ans, le transport, le spectacle, la presse. Il y a pas mal d'accords. Donc, en fonction de votre entreprise, il faut regarder sur le Code du travail dans quelle réglementation vous êtes. Alors ça, c'est la définition du travail de nuit. Pour être un travailleur de nuit, pour être un salarié de nuit, il faut faire sur 12 mois 270 heures sur une période de 12 mois, ce qui correspond à... Ça peut être 12 mois calendaires et pas du 1er janvier au 31 décembre. Ça peut être de mars à mars. Aussi, la durée du travail de nuit, elle est limitée à 8 heures quand même, contre 10 heures en journée. C'est important. Voilà pour le travail de nuit, c'est juste pour bien définir un peu la population qui est intéressée par ce webinaire. Le travail posté, le travail posté est inventé parce que les machines, elles peuvent travailler 24 heures sur 24, et donc les salariés vont venir se remplacer pour que les machines tournent de plus en plus, ou alors parce qu'il y a une activité de soins, de police, où les gens doivent être toujours là. L'organisation du travail est différente, ça peut être en 2-8, en 3-8, en 5-8, en 2-12, mais vous devez bien connaître ça dans vos entreprises. Il peut être discontinu, on peut ne pas travailler la nuit, ne pas travailler le week-end, ou travailler le week-end tout le temps. Ça, c'est le travail posté, donc les équipes tournent et alternent généralement. En France, on a 3,5 millions de personnes qui travaillent la nuit, et en 20 ans, il y a 1 million de plus qui travaillent par rapport à il y a 20 ans. La répartition, c'est essentiellement des hommes, 21% pour 9% des femmes qui travaillent la nuit. J'ai mis dans le Morbihan, où nous suivons à la Mième environ 200 000 salariés, et sur les 200 000 salariés, à peu près, parce que faut que ce soit bien saisi sur nos dossiers informatisés, on a à peu près 33 500 salariés concernés par le travail de nuit ou en horaire décalé, 18 500 hommes et 15 000 femmes. Donc, on n'a pas tout à fait la même proportion qu'en France. On a plus de femmes, on tend vers l'égalité dans ces postes-là. La répartition dans le Morbihan, pareil, en fonction de l'âge. Donc, on travaille quand même jusqu'à 60 ans, en travail de nuit, vous voyez, 12 000, 11 000. C'est un travail plutôt de la maturité, après 30 ans. Et il y a encore pas mal de seniors de plus de 60 ans, puisqu'ils sont 1700 dans le Morbihan encore à travailler de nuit et à être considérés comme travailleurs de nuit. Alors, voilà pour la population. Maintenant, on va parler du sommeil. Alors, bien sûr, c'est un peu étrange de parler du sommeil, puisque le sommeil, c'est rarement au travail. On ne va pas parler, quand on parle du bruit, c'est dans le travail. Là, on va parler du sommeil, et en général, en dehors de son travail. Et on parle quand même de fonctions qui se passent en dehors du travail. C'est une des particularités de ce risque-là. Alors, le sommeil est une fonction vitale, aussi bien que boire et manger. Si on supprime le sommeil, par exemple à des souris, eh bien, elles meurent en 20 ou 30 jours, elles sont mortes. Chez les hommes, c'est Andy Gartner dans les années 60 qui a un record de 11 jours sans dormir. Alors,
À l'époque, il n'y avait pas d'électroencéphalogramme, donc on peut penser qu'il a fait des micro-sommeils. Mais au bout de 11 jours, il avait des troubles de la personnalité, des hallucinations. Il arrivait encore à marcher, à tenir debout, à lancer un ballon de basket, mais il avait des gros troubles. De toute façon, chacun a ses expériences. Alors, c'est vrai que le sommeil, tout le monde a son opinion, puisque tout le monde dort. Donc, chacun a sa petite idée sur le sommeil. Et tout le monde a déjà vu les méfaits d'une nuit blanche, de 2 nuits blanches, des fois. Et donc, on se rend bien compte que sans sommeil, on n'est plus tout à fait la même personne. Alors, à quoi ça sert, ce sommeil ? Eh bien, on ne sait peut-être pas encore toutes les fonctions du sommeil, mais les grandes lignes, ce qu'on sait, c'est que d'abord, c'est la récupération de la fatigue physique. On récupère de l'énergie pour le lendemain. Ça renforce les défenses immunitaires. D'ailleurs, quand on a la grippe, que vous avez le Covid, vous allez beaucoup dormir parce que c'est pendant le sommeil que vous allez fabriquer vos anticorps contre ces infections. Et donc, vous dormez beaucoup. Donc, quand on a de la fièvre, quand on est malade, on dort beaucoup. Ça évacue le stress, ça maintient l'humeur en général. Ça maintient la même personnalité d'un jour sur l'autre. Ça permet à mémoriser, à engranger des tâches. Si vous êtes venu ce matin, aujourd'hui en voiture au travail, sans réfléchir, en passant vos vitesses, sans se dire « il faut que j'embraye, il faut que je débraye, il faut que je passe ma première », c'est grâce à votre sommeil. Vous avez intégré les tâches de la conduite automatique pendant votre sommeil. Donc, le sommeil permet d'enregistrer pas mal de choses automatiques et de mémoriser beaucoup de choses et de faire le tri. Bien sûr, être plus vigilant. Quand on manque de sommeil, on va être somnolent, on y reviendra plus tard. Et puis, rêver avec toutes les fonctions du rêve, mais on ne va pas développer ça. Alors, le sommeil, souvent on parle de la durée du sommeil. Ce qui est conseillé actuellement, c'est de faire 7-8 heures de sommeil par 24 heures. On a perdu pas mal de temps de sommeil. Les dernières études montrent qu'on est à moins de 7 heures en moyenne, si on fait une moyenne sur la population française, on est à moins de 7 heures de sommeil par 24 heures. Il y a 100 ans, les Français dormaient 1 heure de plus, donc on a perdu 1 heure de sommeil en un siècle. Bien sûr, ça dépend de l'âge. Si on a 3-4 ans, on va faire des siestes, on va être à 17-18 heures. Si on est adolescent et si on veut bien dormir, on va être à 10-12 heures. Ce n'est pas toujours le cas des adolescents. Et si on est plutôt de l'autre côté, à la retraite, on va avoir un temps du sommeil qui diminue. On peut descendre à 5-6 heures de sommeil. On passe plus de temps au lit. Et en fait, on a besoin de moins d'heures de sommeil. Et puis, ça dépend des individus. C'est vrai que votre voisin, il dort moins ou vous dormez plus, etc. C'est très variable selon… Alors, le sommeil, comment ça marche ? Boire et manger, les fonctions vitales, c'est facile. Si je vous dis, on va prendre on va boire un verre d'eau, là, tout le monde va être capable de boire un verre d'eau. Si je vous dis, on va manger, on sort de table, certes, mais on va pouvoir remanger un petit peu. Si je vous dis, bon, allez, on fait 20 minutes de sommeil, ça va être compliqué. Il n'y a pas grand monde qui va se mettre à dormir pendant 20 minutes, donc ça ne se commande pas comme boire et manger. En fait, plus on s'éloigne de la dernière heure à laquelle on a dormi, plus on va avoir une pression du sommeil. Et donc, ce soir, vous n'aurez pas dormi a priori depuis ce matin, et là, la pression sera importante. Si on passe une nuit blanche, eh bien, on sera de plus en plus loin de la dernière nuit de sommeil, et donc on va s'endormir de plus en plus. Si on passe 2 nuits blanches, ben là, on va s'endormir n'importe où, par terre, dans la rue, et s'il y a des catastrophes, si les gens ne dorment plus, eh bien, à ce moment-là, ils dorment n'importe où, et souvent, ils s'endorment facilement. Ça, c'est la pression, c'est la régulation homéostatique, mais bon, c'est la pression du sommeil. Et la deuxième chose qui régule le sommeil, c'est notre horloge biologique. En fait, tout individu a une horloge biologique qui est au milieu du cerveau, juste au milieu, et qui va nous donner l'horloge, qui va entraîner les sécrétions hormonales. Donc, toutes les sécrétions hormonales ne sont pas faites durant les 24 heures, donc ça, on va voir ça juste après. Les sécrétions hormonales, les périodes d'éveil, de vigilance. On a des périodes où on a plus d'éveil et plus de vigilance, et même la courbe de température, par exemple. Si on prend la courbe de température, qui est le petit schéma en violet, on n'a pas la même température pendant 24 heures. Dans la nuit, par exemple, on a la température qui diminue, et c'est là où on va dormir, on a la température qui diminue jusqu'à 6 heures du matin. D'ailleurs, quand on travaille la nuit, des fois on a froid, on a des frissons, c'est parce que la température corporelle diminue et que la pression du sommeil est là.
Et là, en début d'après-midi, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont s'endormir, mais on a une petite baisse de la température. C'est le moment de baisse de vigilance du début d'après-midi, de la période de la sieste, qui se passe généralement en début d'après-midi. Le meilleur moment de la vigilance, c'est la fin d'après-midi, vers 17-18 heures, où là, la température est au plus haut. La courbe de la vigilance et de l'éveil est à peu près superposable à la courbe de température. Sur cette courbe, on peut voir d'ailleurs déjà, pour un premier conseil, c'est de ne pas faire de l'exercice avant de se coucher, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'exercice? On va monter sa température corporelle, et donc on va avoir du mal à s'endormir. Donc 2 heures avant de se coucher, il ne faut pas faire monter la température corporelle, et donc on va éviter de faire du sport dans les 2 heures qui précèdent le coucher. Pour les hormones, c'est pareil. Le matin, celle du milieu, la cortisone, l'hormone qui nous dynamise, est sécrétée le matin. Hein, on est des cueilleurs-chasseurs, donc il faut qu'on soit en forme en début de journée. L'hormone de croissance, celle qui sert à la croissance, mais à d'autres fonctions également, est sécrétée en début de nuit, et la mélatonine est sécrétée la nuit. Elle est sécrétée la nuit. Quand on travaille la nuit, la mélatonine est toujours sécrétée la nuit parce que notre horloge biologique, elle est régulée pour envoyer des sécrétions à telle heure, pas en fonction de ce que l'on fait. Et donc, on aura une sécrétion de mélatonine même si l'on travaille la nuit. Donc, voilà pour la régulation du sommeil. Alors, le sommeil, c'est comment? Souvent, parfois, les gens, ils croient qu'ils vont dormir de 10 heures du soir à 7 heures du matin d'une traite. C'est pas vrai, maintenant, les gens le savent plus, mais c'est important que les gens sachent ça. Dans les messages à faire passer aux salariés, mais à tout le monde, c'est de bien comprendre son architecture du sommeil. Et donc, le sommeil est composé de cycles. On fait 4-5 cycles de sommeil dans la nuit. Donc, un cycle de sommeil, donc c'est le petit train qui est là. On commence par se coucher, et donc c'est la période d'endormissement. On doit mettre entre 5 et 10 minutes à s'endormir. Au-delà de 20 minutes, ce n'est pas normal. Donc, on met 5 à 10 minutes à s'endormir. Là, on commence à dormir. On commence à dormir si on enregistre l'électroencéphalogramme du cerveau, mais on entend encore les conversations à côté que l'on comprend. Donc, dans son inconscient, on ne croit pas qu'on dorme, mais déjà le cerveau dort. Après, on va s'enfoncer doucement, on commence à ne plus comprendre ce qui se passe autour de soi. Et puis, on va arriver dans la période de sommeil lent profond, où là, on va vraiment dormir profondément, et où, si on vous réveille à ce moment-là, vous allez avoir du mal à reprendre le contact avec l'entourage, donc à être plus rapidement performant. Et donc, ça, c'est le sommeil profond. Et on finit en général le cycle de sommeil qui dure 1h30 à 2 heures. On finit par 10 minutes, un quart d'heure de sommeil paradoxal, où là, c'est la période des rêves, où on rêve pendant les 10-15 dernières minutes de ce cycle. Pendant le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale, elle est comme en période d'éveil. On ne peut pas faire de différence. Mais bon, il n'y a que le cerveau qui est en activité. Si on est en train de courir pendant son rêve, on n'est pas en train de courir dans son lit, parce que ça s'arrête au niveau du tronc cérébral, et donc c'est comme ça. On se réveille, on remet son bras sous l'oreiller, on remonte la couette au niveau de sa barbe ou sous sa barbe, etc. Et on se rendort. Et donc ça, on va se réveiller 5-6 fois dans la nuit. Si je vous demande combien de fois vous êtes réveillé cette nuit, il y a peu de gens qui vont dire « je me suis réveillé 5-6 fois », on ne s'en rappelle pas trop. Donc ces réveils nocturnes, en principe, le sommeil permet de les oublier. Il ne faut pas trop stimuler le cerveau pendant ces réveils nocturnes. En particulier, si vous regardez l'heure pendant ces réveils nocturnes, eh bien, votre cerveau va enregistrer l'heure. Donc, le lendemain matin, eh bien, vous allez vous rappeler que vous êtes réveillé à 1h30, à 3h, à 4h, à 5h, donc à chaque fin de cycle, et vous allez enregistrer ça. Donc, il est important de ne pas regarder l'heure pendant son temps de sommeil. Enfin, voilà, ça c'est pour un cycle. Donc, voilà pour une période de sommeil. Donc, on commence par une période de grands cycles de sommeil, là sur la gauche, le sommeil profond. On commence toujours par du sommeil profond, parce que c'est la récupération physique, donc c'est celle-là qu'il faudra récupérer en premier. C'est celle-là que les travailleurs de nuit vont faire le matin en se couchant dans la matinée. En général, c'est 2 cycles, donc c'est 3-4 heures. Quand vous vous couchez vers 11 heures, en effet, vous dites « j'ai dormi jusqu'à 2-3 heures du matin », et après, c'est plus assuré. Ben, c'est normal.
eh bien, ces 3-4 premières heures de sommeil sont les périodes où il y a du sommeil lent profond. Après, deuxième période de nuit, eh bien, on a du sommeil léger, on fait des cycles, on se réveille, on se rendort, on se réveille. Et sur la fin de nuit ou sur la fin de période de sommeil, si on dort à une autre période que la nuit, on va faire des cycles très très courts et on va faire que du sommeil paradoxal, donc des rêves, etc. Donc là aussi, si on récupère le week-end, si vous dites j'ai pas assez dormi dans ma semaine, je vais récupérer le week-end. Si on reste au lit le matin, eh bien on va faire essentiellement du sommeil paradoxal, qui est intéressant, mais si on en fait trop, ça perturbe le moral. Donc les siestes du dimanche matin ne vont pas récupérer la même qualité du sommeil que l'on a dans les autres nuits de la semaine. Donc voilà. Après, on n'est pas tous pareils, c'est vrai. Et donc, on a chacun une typologie du sommeil. Donc, il y a alors, entre 5 et 12 heures, ça aurait dû être un peu en dessous à petit et long dormeur, mais bref. Donc, on est soit du matin, soit du soir, soit neutre, c'est-à-dire qu'on va plutôt aimer le matin, soit plutôt le soir. Alors, ceux du soir, ils vont être plus aptes à travailler de nuit, mais en fait, ils vont être inaptes pratiquement à faire les quarts du matin. Parce que ceux du soir, ils ne sont pas du tout du matin. Quand on est du soir, ce qui va être dur, c'est de faire le quart du matin, quand on est entre 8. Et donc, ceux-là, ils vont changer leur quart du matin. Et ceux du matin, bien sûr, ils vont être plus aptes à faire ceux du matin. Ils vont avoir des perturbations pour la nuit, mais ils vont être moins inadaptés au travail de nuit que ceux du soir pour le cap du matin, celui du matin. Et après, donc ça, c'est matin ou soir, où on peut être neutre également, et on peut être petit ou long dormeur. Alors bien sûr, on peut dormir de 5 à 12 heures. En dessous de 6 heures de sommeil par 24 heures, 6 heures, c'est vraiment un seuil important. En dessous de 6 heures, tout montre que les problèmes de santé arrivent. Il faut à tout prix limiter, arriver à dormir au moins 6 heures par 24 heures. Et au-dessus de 10-11 heures, il faut s'y intéresser aussi, ça peut être un peu plus difficile. Comment savoir combien d'heures vous avez de sommeil? Alors, ce que l'on conseille, nous, c'est pendant vos vacances. Le mieux, c'est d'avoir 3 semaines de vacances. J'espère que vous les avez. La première semaine, en général, on décompresse son travail, donc on passe au travail, on rumine tout ce qui s'est passé. Et la troisième semaine, on commence à penser qu'on va retourner au boulot, donc on commence aussi à ne pas être très détendu. Donc on prend la deuxième semaine de vacances et on note sur 7 jours, ou 5, on divise par 5 ou par 7, mais 7 jours c'est bien. On note à quelle heure on s'est endormi la veille. Tous les matins, vous dites, tiens, hier soir je me suis endormi à telle heure et je me suis levé à telle heure. Au moins, vous allez additionner vos 7 nuits de sommeil, les diviser par 7 et vous allez trouver le nombre d'heures de sommeil. Si vous êtes du soir et que vous passez vos vacances à Ibiza, vous vous couchez à 3 heures du matin, mais vous vous levez à midi. Donc, vous allez calculer votre temps de sommeil comme ça sur votre semaine à Ibiza. Et si vous êtes du matin, vous allez opter pour le stage de pêche à la truite en Corrèze. Donc, vous vous levez à 7 heures du matin, mais vous vous couchez plus tôt. Donc, vous pouvez calculer votre temps de sommeil et en additionnant les 7 et en divisant par 7. Et ça, il faut l'appliquer à son temps de travail après. Si vous avez besoin de 7 heures, 7 heures et demie de sommeil, eh bien, pendant que vous travaillez, il faut que vous arriviez à dormir 7 heures et demie. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Après, il y a souvent une dette de sommeil qui va se créer parce que même les gens qui travaillent de jour ne dorment pas autant que ceux qu'ils en auraient besoin. Voilà pour les grandes lignes sur le sommeil. C'est des grandes lignes qu'il faut faire passer aux salariés aussi, parce que le sommeil, c'est quand même une autogestion. Il faut savoir prendre en compte son sommeil. Après, on va s'intéresser sur quelques diapositives aux conséquences du travail de nuit et postées sur la santé. Alors voilà, il y a les troubles du sommeil, c'est ce qu'on va développer, la somnolence au travail, l'anxiété, dépression, surpoids, obésité, diabète, les risques de la grossesse et le cancer. Le premier trouble que les salariés de nuit se plaignent, c'est les troubles du sommeil. C'est le premier constat. En moyenne, déjà, les gens qui travaillent de jour, il y en a à peu près 20% qui se plaignent de leur sommeil, mais on monte à 30-35% pour les travailleurs de nuit qui constatent qu'ils dorment quand même moins bien que s'ils étaient de jour.
Bien sûr, la première chose, c'est le conflit. Ce n'est pas normal de se coucher le matin. Donc, il va y avoir des problèmes avec l'horloge biologique parce qu'on va dormir à des heures qui n'étaient pas programmées par notre horloge. On n'est pas dans la porte d'entrée du sommeil. Donc, de quoi ils se plaignent? En général, les gens ils se plaignent des troubles d'endormissement, c'est-à-dire ils ont du mal à s'endormir. Quand vous arrivez le matin, vous avez du mal à vous endormir. Ou quand vous êtes du matin, vous avez du mal à vous endormir le soir assez tôt pour avoir votre nombre d'heures de sommeil. Ils se réveillent la nuit ou alors ils se réveillent trop tôt et donc ils n'ont pas le temps de sommeil nécessaire qu'ils auraient voulu qu'ils ont pendant les vacances. Et puis dans la journée, ils ont l'impression que le sommeil n'est pas aussi récupérateur, qu'ils ne sont pas aussi en forme. Ils vont arrêter l'activité sportive parce qu'ils ne sont pas en forme. Et donc, voilà. Et donc, ils vont perdre sur la quantité de sommeil, ils vont perdre un temps de sommeil. Si on perd 1 heure de sommeil par jour, au bout d'une semaine, on a perdu 7 heures de sommeil. C'est-à-dire, toutes les semaines, vous perdez une nuit de sommeil. Alors, bon, si on passait une nuit blanche toutes les semaines, je ne sais pas comment on serait au bout de 2-3 mois. Ça ne correspond pas, certes, ce n'est pas les mêmes, on a plus, le sommeil profond est toujours là, mais quand même, donc on se voit bien qu'une dette de sommeil va perturber considérablement. Par contre, les gens de nuit, ils prennent moins de somnifères que les gens de jour. Pourquoi? Parce que travailler de nuit et dormir le jour, on va trouver ça normal d'avoir des troubles du sommeil. Et donc, on ne va pas prendre de somnifères. Donc, ils sont moins consommateurs de somnifères que les autres. Alors, après, donc ça, c'est pour les troubles du sommeil. Pour les risques pendant le travail, ça va être les risques de somnolence au cours du travail. Alors, les accidents du travail la nuit, ils sont moins nombreux, mais ils sont souvent beaucoup plus graves. Il y a des exemples dramatiques. Tchernobyl, c'est 1h30 du matin. Bhopal en Inde, beaucoup d'accidents de navigation, l'Exxon Valdez, la Moco Cadix, tout ça, c'est la nuit. Donc, il y a beaucoup d'accidents. Souvent, ces accidents-là sont plus graves. Et ça, c'est des conséquences de l'éveil pendant le temps de travail. Et cette conséquence, c'est souvent la dette de sommeil qui provoque quoi? Qui provoque une somnolence, bien sûr. Donc, la somnolence. Alors, qu'est-ce que c'est que la somnolence? Ça, c'est pas toujours évident parce que c'est pas comme la fièvre. On n'a pas un thermomètre à somnolence. Donc, c'est un peu basique. On va bailler, bien sûr, des fatigues, des lassitudes, on va cligner des yeux, on va se faire des gestes auto-centrés, c'est-à-dire on va se frotter les yeux, se gratter les cheveux, on va avoir des troubles de la concentration, de la vigilance, mais ce n'est pas des nervosités, irritabilités, ce n'est pas aussi évident que ça, des courbatures, mal au cou, donc ce n'est pas des gestes aussi évidents que ça, donc il faut vraiment s'écouter pour bien sentir qu'on a des problèmes de somnolence. Et si on a des problèmes de somnolence, bien sûr, on va avoir des risques d'accident du travail et aussi d'accident de trajet. Souvent, quand on prend le poste le matin ou le retour à domicile le matin, après un travail de nuit ou un travail posté, moi j'ai encore en tête un accident grave d'un jeune apprenti boulanger, scooter, en rentrant adolescent. Bien sûr, il avait un retard de son horloge biologique. Les ados sont plutôt de la nuit. Et donc, travailler le matin, il s'est endormi au volant de son scooter. Et souvent, ça, il faut y penser. Pour le risque routier, on a fait dans des simulateurs de conduite, on a comparé l'absence de sommeil, enfin le nombre d'heures d'éveil, à une alcoolémie. C'est-à-dire, on vous met dans un simulateur de conduite, et si ça fait 18 heures que vous n'avez pas dormi, vos erreurs sur le simulateur de conduite est similaire à une alcoolémie de 0,50 g. Et si ça fait 24 heures que vous n'avez pas dormi, eh bien, vous conduisez dans le même état que quelqu'un qui a une alcoolémie de 1 g. Donc, ça, c'est important pour les gens qui rentrent du travail. Tout ça, les réflexes, bien sûr, ne vont pas être du tout pareils. Donc, ça, c'est des équivalences et pour bien montrer l'importance de l'absence de sommeil. Alors, je disais, on n'a pas de thermomètre. On a un petit test qui est le test d'Epworth, où on demande aux gens s'ils se sont endormis ou s'ils ont un risque de somnolence ou de s'endormir dans les situations-là. Vous pouvez le faire en même temps. Vous comptez sur vos doigts les 8 questions qui sont marquées là et vous remplissez
comptez le test et vous verrez à combien vous êtes. En fait, pour les travailleurs de nuit, donc on leur dit, dans ces situations-là, au lieu de… Alors, pour les travailleurs de nuit, moi, je leur dis, vous arrivez au travail la nuit et au bout d'une heure et demie, en début de poste, au lieu de travailler, si vous êtes assis en train de lisant, est-ce que vous avez une chance de vous endormir en arrivant au travail? Parce que quand on arrive au travail, on doit être en principe avec le maximum de vigilance. Donc, si on est déjà somnolent après une heure de travail, quand on commence le travail à 11 heures du soir, c'est qu'on est somnolent. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de les faire remplir pour les travailleurs de nuit. Et donc, ils remplissent ça, ils répondent des questions, et on fait un total des 8 questions. La normalité, c'est inférieur à 6. Alors, pour les médecins, c'est intéressant parce que si c'est 0, personne n'est à 0 en général, sauf si la personne qui est en face de vous, vous l'ennuyez et elle ne veut pas vous répondre à vos questions et que pour nous, les médecins du travail, on va dire, bon non, il n'a pas envie de venir voir le médecin du travail. Donc, si c'est 0, c'est tout à fait anormal, c'est que le questionnaire ne l'intéresse pas. En général, on est à 5, 6, la moyenne. Entre 7 et 9, 10, à ce moment-là, on est déjà un petit peu somnolent et donc il faut s'intéresser, est-ce qu'on a une dette de sommeil, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est un ronfleur? Et si on est au-dessus de 10, là on rentre dans les pathologies du sommeil, on a une dette majeure de sommeil, ou alors on a des pathologies du sommeil, hein, que sont les apnées du sommeil, syndrome des gens sans repos, narcolepsie. Donc au-dessus de 10, il faut consulter. Il faut savoir qu'au-dessus de 10, par exemple, un chauffeur poids lourd n'a pas le droit de conduire, par exemple. Hein. Donc les chauffeurs poids lourds, chez nous, ils ont des efforts qui sont meilleurs que la moyenne parce qu'ils ne veulent pas qu'on les empêche de conduire. Donc voilà, donc c'est un test intéressant. On avait fait au début, en 2018, actuellement on fait peut-être 3 000 à 4 000 tests à l'AMIEM, des tests d'Epworth, mais au tout début j'avais fait une petite enquête sur les 2600 premiers tests des salariés. Alors on les faisait à des gens qui avaient peut-être des soucis ou qui étaient à des postes nécessitant une certaine vigilance. Et vous voyez, la majorité des gens, ils sont en dessous de 7, où il y en a quand même 600 où il faut commencer à parler du sommeil, donc la consultation va commencer à être un peu plus longue. Et il y en a quand même 150 où il faut vraiment voir s'il n'y a pas une pathologie derrière et qui sont déjà dans le pathologique, on va dire, donc dans la normalité. Bon, c'est pas plus que la population générale, hein, c'est à peu près pareil, c'était pas plus ni moins. Voilà pour les troubles de la somnolence pendant le travail avec les risques d'accident du travail que l'on peut avoir dû à cette dette du sommeil. Après, il y a l'anxiété, dépression, les troubles de l'humeur et de l'irritabilité. Ça, il est intéressant de voir avec les travailleurs de nuit si leur vie conjugale et familiale ne s'est pas perturbée. Souvent, les gens, tout à coup, ils divorcent, ils vendent leur maison, ils cassent leur… et on leur dit, mais est-ce que ça ne serait pas le travail de nuit? Mais non, le travail de nuit, ça fait 10 ans que je travaille de nuit, donc je suis habitué. Mais non, au bout d'un certain temps, le travail de nuit va commencer à perturber votre façon de la sociabilité. Et donc, est-ce que votre divorce ne dépend pas de votre travail de nuit? C'est parfois la question qu'il faut se poser, et c'est assez intéressant de s'intéresser à la vie conjugale et familiale. Bien sûr, le travail de nuit va aussi impacter la vie sociale, hein, la vie sportive. Si vous êtes dans des sports collectifs pour les entraînements, tout ça, c'est un peu compliqué. La vie associative, culturelle, les spectacles, la politique, tout ça, ça impacte cette vie-là. Il faut aussi prendre en considération, pour le moral, les tâches qu'il y a à faire dans la nuit. On en reparlera à la fin sur la prévention, mais il est aussi important de s'intéresser pas qu'au sommeil, hein, mais aussi au travail qu'il y a à faire pendant le travail de nuit. Surpoids, obésité. On sait en médecine que les gens qui dorment moins de 6 heures par nuit ont un risque d'obésité majeur, plus important que s'ils ont des antécédents familiaux, que s'ils regardent trop la télé ou que s'ils ne font pas de sport. Donc les gens qui dorment moins de 6 heures, ils ont un risque d'obésité. Le travail de nuit et posté, a priori, provoque une légère augmentation de l'IMC, mais il y a peu d'études là-dessus, ce n'est pas encore très prouvé. Nous, à l'AMIEM, alors oui, l'IMC, comment on surveille le poids, pardon, je vais trop vite. L'IMC, le masse corporelle, c'est le poids qui divise la taille au carré, et donc entre 18 et 25, c'est la normalité, de 25 à 30, on est en surpoids, au-dessus de 30, on est dans l'obésité, 40, on est en obésité morbide.
d'accord? Et donc, on a regardé l'IMC sur 3196 salariés de nuit, vraiment de nuit, qui ne sont pas en posté, qui sont vraiment que de nuit. Et on a constaté qu'il y en avait, vous voyez, 350 qui sont obèses et une centaine qui sont obésité morbide. Si on rapporte à la population, c'est à peu près la même proportion que dans la population générale. Hein. On est autour des mêmes, entre 15% de la population générale. Donc, dans le Morbihan, on a beaucoup de travailleurs dans l'agroalimentaire dont il faut bouger la nuit, donc souvent, ce n'est pas des postes très sédentaires. Voilà pour le poids. Pour le diabète et le cholestérol, alors là aussi, moins de 6 heures, ça provoque, c'est un facteur de risque du diabète. Et pour le cholestérol, ce qui est intéressant, là, c'est que les graisses qu'on mange la nuit vont être plus assimilées. Donc la nuit, il faut éviter de manger du pâté, de la mayonnaise, des choses comme ça, et privilégier plutôt des protéines qui sont plus des molécules de dynamisme que des corps gras. Parce que si vous mangez ça, vous allez avoir une augmentation du cholestérol. Il faut faire un bilan biologique, soit par le médecin traitant, mais le médecin du travail peut aussi le prescrire parfois, pour surveiller ça et voir comment ça se passe. D'autant plus que le travail de nuit va perturber la satiété, c'est-à-dire l'envie. Si vous travaillez la nuit, que vous manquez de sommeil, vous allez avoir envie de sucré, de snacky, de barres de céréales, de bonbons, de sucré et de salé. Et vous n'allez pas avoir envie de manger de la salade, des choses plus saines pour l'organisme. Pour la grossesse, il y a un risque avéré d'avortement spontané, d'accouchement prématuré, mais également de petits poids à la naissance. Donc, ce qui est conseillé, et c'est aussi le Code du travail qui le permet, c'est que dès le 2e mois, les femmes qui travaillent la nuit doivent être remises à un poste de jour, si c'est possible dans l'entreprise. Et donc ça, dès que la grossesse est déclarée, on leur conseille de venir voir le médecin du travail. Du travail, de les déplacer à un autre poste. Si ce n'est pas possible, il y a une possibilité qu'elle soit en arrêt de travail pendant tout le restant de la grossesse pour permettre de les grossesses. Les femmes ont 2-3 grossesses par vie, donc maintenant, il faut quand même grossesse. Alors, c'est des arrêts maladie, ce n'est pas aussi bien rémunéré que le congé maternité, mais ça permet de protéger la grossesse. Et pour finir sur les risques du travail de nuit et travail posté, c'est le risque de cancer. Alors ce risque de cancer, il vient surtout de la perturbation de la chronobiologie et de notre horloge biologique. Le fait de perturber cette chronobiologie va perturber les sécrétions hormonales et donc va provoquer un risque de cancer majoré. Pour le sein, maintenant, chez les femmes, c'est montré que c'est 40% de plus que dans la population générale. Alors, la médecine du travail ne peut pas se mettre à faire des mammographies, mais il faut informer les femmes de ce risque et il faudrait qu'elles aillent voir leur médecin ou gynéco ou sage-femme qui les suivent pour le suivi gynéco et qu'elles les informent. Une femme sa mère qui a fait un cancer du sein va aller voir son médecin qui le suit en lui disant « Oh là là, ma mère a fait un cancer du sein et il serait bon de me surveiller de façon plus poussée. » Alors que les antécédents familiaux, c'est 20%, 25%. Le travail de nuit, c'est 40%. Et il y a peu de femmes qui disent « Ouh là là, je travaille la nuit, docteur, il faudrait que vous me surveillez parce que j'ai plus de risques. » Donc ça, c'est important, de message à faire passer pour les femmes, qu'il faut qu'elles soient bien surveillées pour ça. Les hommes, pareil, la prostate, les études ne sont pas encore très nombreuses et la latence d'arrivée du cancer de la prostate est un peu plus longue. Donc, on n'a pas encore de chiffres absolus. Mais aussi, il y a une augmentation du cancer de la prostate chez les travailleurs de nuit. Tout ça, c'est les organes cibles qui ont une chronobiologie. Par exemple, le tabac, le tabac, il n'est pas augmenté ou diminué par le travail de nuit. Il y a plusieurs enquêtes qui ont montré ça. Les travailleurs de nuit ne fument pas plus. Et donc, le cancer du poumon ne va pas être plus fréquent chez les travailleurs de nuit. C'est plutôt les cancers hormonodépendants, on va dire un petit peu. Donc voilà. Donc c'est pour ceux qui. Donc voilà. Après ce tableau un peu catastrophique, certes, des conséquences du travail de nuit sur la santé des qu'est-ce qu'on peut faire comme conseil? Donc d'abord la sieste pour
améliorer le temps de sommeil. Alors, comment bien dormir? On va parler de la lumière. Je n'ai pas parlé dans la régulation de la chronobiologie de la lumière, c'est important, d'équilibre alimentaire et essayer de garder une certaine activité physique. Alors, quelle sieste faire? Eh bien, il y a plusieurs siestes. Il y a les micro-siestes, c'est moins de 5 minutes. Alors ça, en général, on prend un stylo. Je n'ai pas de stylo là, mais vous prenez un stylo comme ça, dans la main, vous vous installez et vous vous assoupissez. Et quand le stylo tombe, il vous réveille. Et là, vous avez fait une micro-sieste. Ou alors, vous mettez 5 minutes. D'accord? Ça permet de récupérer une vigilance de 2 heures. C'est intéressant pour les chauffeurs, pour la conduite, mais aussi pour le travail de nuit. Il peut être intéressant de faire une micro-sieste parce que ça permet de récupérer cette vigilance et donc de diminuer le nombre d'accidents du travail. Par contre, la sieste qui est plus longue de 20 minutes, ça ne va pas être obligatoirement adapté au travail de nuit parce que quand vous êtes de nuit, en 20 minutes, vous allez vous enfoncer dans le sommeil plus rapidement que le petit cycle et vous allez arriver dans le sommeil profond. Et là, si on vous réveille au bout de 20 minutes dans la nuit, vous allez avoir du mal à percuter et à être plus en contact avec la réalité du travail. Il y a une inertie du sommeil et donc vous n'allez pas être très bien. Donc les siestes dans la nuit, ça a été essayé, mais ce n'est pas probant et c'est plutôt péjoratif et négatif, les siestes de 20 minutes. Après, il y a les longues siestes, c'est-à-dire que vous ne dormez pas beaucoup la nuit, vous voulez rajouter votre temps de sommeil. Et là, c'est un cycle de sommeil complet, donc c'est 1h30. Donc c'est ce que vous pouvez faire le week-end, plutôt que de rester au lit jusqu'à 10h du matin. Vous vous levez le matin et vous allez faire 1h30 de sieste l'après-midi. Vous aurez un peu de sommeil profond et vous récupérerez sans problème plus de vigilance. Donc comment faire la sieste et comment bien dormir? Faut bien s'installer, faut s'inscanner au calme, plutôt dans l'obscurité totale. Il faut apprendre à dormir dans le noir, ça c'est important, même les enfants. Moi je conseille de leur apprendre à dormir dans le noir, pas de veilleuse, c'est même mieux. Le vide dans son esprit, se concentrer, ça c'est les Alors quand vous couchez le soir ou quand vous couchez le matin après une nuit de travail, il faut faire, alors on peut faire un peu de sophrologie, se concentrer sur sa respiration, sur ses muscles, et on peut aussi se raconter toujours la même histoire. C'est ce que font les navigateurs, par exemple, en solitaire autour du monde. Ils ne font pas des nuits de sommeil complètes, sinon leur bateau a dérivé et ils perdent la course. Donc ils font des temps de sommeil sur 24 heures. Franck Cabas, par exemple, il se raconte son parcours de golf pour s'endormir. Donc premier trou, il décrit, etc. Et il s'endort avant le 18e trou. Donc pareil, on peut se raconter une histoire, visiter une maison, faire une visite de quelque chose, s'inventer quelque chose. Il faut dormir dans une pièce tempérée, bien sûr, 16-17 degrés. Faut prévenir les voisins quand on fait la sieste, qu'ils ne tombent pas la pelouse l'après-midi. On débranche le téléphone, smartphone, etc. Et même si vous ne dormez pas, vous vous reposez un peu si vous faites une sieste. Alors, ce qu'il faut respecter aussi, c'est le rythme veille-sommeil. Quand on se couche le soir, c'est se coucher, par exemple, toujours à la même heure. C'est les portes du sommeil. Souvent, quand on se couche, par exemple, à 11h tous les soirs, un jour, on a une activité un peu plus, on se couche à minuit, minuit et quart, et là, on ne va pas s'endormir parce qu'on a laissé passer cette porte du sommeil. Mais les gens qui travaillent la nuit, pareil, ils ont des protocoles d'endormissement, ils se couchent bien à la même heure, etc. Ils font attention. On profite des jours de congé pour récupérer. Alors, si on voit la diapositive suivante, voilà, le noir complet, pas de sport avant le coucher, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, les douches et les bains, toujours pour la température, il faut mieux prendre des douches que des bains, parce que ça fait monter la température. Le rituel d'endormissement, je vous en ai parlé. Ah oui, ne pas avoir froid aux pieds. Ça, vous savez, avant, il y avait des bouillottes. Les anciens avaient des chauffe-lits là, qui chauffaient avec de la braise. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Ou alors, vous gardez vos chaussettes. Bon, ce n'est pas très glamour, mais quand même, si vous voulez bien dormir, vous gardez vos chaussettes. Parce que tant que vous avez froid aux pieds, vous ne dormirez pas. Donc ça, c'est des conseils tout simples à avoir et c'est important. Qu'est-ce qu'il faut éviter? On va éviter de prendre des stimulants. Donc avant de se coucher, de la caféine. Le café, quand on travaille de nuit, après 2h du matin, c'est plus très bon. Là, le café, 14h, c'était le dernier. À 14h, 16h, un thé, à la limite. Et après, on ne prend plus de café. Si vous voulez dormir le soir, il faut faire attention à ça. Fumer avant de lit, c'est plutôt excitant, le tabac, donc ce n'est pas très bon. Les somnifères, bien sûr, il faut éviter.
L'alcool, pour les voies postérieures, ça les amollit, donc on va plus ronfler, on va avoir un sommeil de mauvaise qualité. Si on en boit trop, on est dans le coma, hein, dans le coma éthylique, on n'est plus dans le sommeil. Coma, sommeil, on peut se réveiller, coma, on ne se réveille pas. Et le cannabis, alors des jeunes prennent du cannabis pour s'endormir, c'est somnifère, mais ce qu'il faut rappeler, la demi-vie, c'est-à-dire le temps d'élimination du cannabis, il est d'une vingtaine d'heures. Donc le matin, quand vous vous réveillez, après avoir pris du cannabis pour s'endormir, eh bien, il en reste la moitié encore dans l'organisme. Donc vos réactions ne vont pas être les mêmes. Donc vous prenez un somnifère le soir et avant d'aller au travail, vous reprenez un deuxième somnifère pour être en forme. C'est un peu le même principe. Essayez de dormir à tout prix. Si on ne dort pas, si ça ne vient pas, il faut se relever, faire autre chose, aller lire. La lecture, c'est souvent soporifique. L'activité physique dans la journée, ça permet. La télévision, si on la supprime dans la chambre à coucher, les statistiques montrent que c'est 40 minutes de sommeil en plus pour les gens qui suppriment la télévision. Le smartphone, bien sûr, il faut éviter, en plus, il y a les lumières bleues, même avec les filtres. Et prendre un repas trop copieux, c'est aussi mauvais. On n'a pas parlé, oui, je n'ai pas parlé de la lumière, et ça, c'est important qu'on parle de la lumière, parce que c'est celui qui va réguler l'horloge biologique. On a au niveau des yeux des récepteurs, pas les cellules qui nous permettent de voir, mais des luxmètres au fond des yeux, et qui nous permettent d'informer notre horloge biologique qui fait jour, qui ne fait pas jour. En ce moment, les Australiens, ils dorment, par exemple. Il fait nuit chez eux, ils sont en train de sécréter leur mélatonine. Si demain, vous décidez d'aller vivre en Australie, eh bien, c'est la lumière qui va vous permettre de vous mettre à l'heure australienne. D'accord ? C'est 1 heure par semaine. On change d'heure, je crois, à la fin de la semaine. Eh bien, en moyenne, on va mettre une bonne semaine pour se réguler. Alors, je ne sais plus si on avance ou si on recule. Je crois qu'on recule. Et donc, si on veut avancer la sécrétion de mélatonine, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'exposer à la lumière le matin. Si on veut la reculer, on va s'exposer à la lumière le soir. D'accord ? Donc, ça, c'est pour réguler son horloge biologique. Donc là, il faudra s'exposer à la lumière. Les écrans, en plus de la lumière bleue, même avec des filtres, les écrans, il n'y a pas que la lumière. D'abord, il y a des tensions, etc. Les réseaux sociaux, oulala, j'ai perdu 50 followers, tout ça, je vais être complètement excité. Je vais regarder des films à suspense, la vivacité, on va se répondre. Donc, ça va, en faisant travailler le cerveau comme ça, on ne va pas se mettre à... Ce n'est pas fait pour se reposer. Hein. Et en plus, il y a la lumière. Malgré les filtres bleus, nos cellules captives au niveau de l'œil sont plus sensibles au bleu, mais elles sont sensibles aux autres. Donc, même avec les filtres bleus, vous allez avoir une perturbation de votre horloge biologique. Donc, pas d'écran. Le mieux, on le met dans la cuisine. Pour les ados, c'est si on y arrive. L'alimentation. Alors ça, l'alimentation, bon, ça, c'est les grandes règles alimentaires qui montrent pour avoir moins de problèmes de santé, moins de problèmes de cancer, vieillir bien, etc. On insiste sur les fruits et légumes, hein, les sucres au minimum, un peu de viande. Et donc ça, c'est l'activité physique. Donc ça, c'est les grands principes. Pour ça, je vais rentrer dans le détail plutôt en fonction du travail de nuit. On va prendre des exemples. Et donc, la première, c'est je travaille tôt le matin. Donc, je travaille tôt le matin, je me lève à 4 heures du matin, je prends une petite collation le matin. Certains salariés le prennent ou ne le prennent pas. Certains disent j'ai l'estomac noué le matin, je ne peux pas manger. Donc, ceux-là, ils vont le prendre à 9 heures. Le petit déjeuner à 9 heures, ils peuvent prendre une collation à 9 heures s'ils n'arrivent pas à prendre un repas avant d'aller au travail. À 9 heures, on va prendre une collation. Donc là, attention, plutôt pain beurre, yaourt, fruits, stimulants, plutôt que le croissant ou des choses grasses dans la matinée. On continue son travail, on finit à 13 heures, on rentre, on fait une collation et on peut faire une sieste en début d'après-midi et après l'activité sportive ou l'activité physique ou l'inverse. Certaines personnes sont bien après le repas de 13-14 heures, ils vont aller faire leur activité physique et ils peuvent à ce moment-là refaire une petite sieste vers 17-18 heures, donc là 20 minutes ou 1 heure et demie, mais 20 minutes, ce n'est pas perdu parce que
vous gardez quand même de la vigilance. On a le repas du soir, le repas familial, convivial, où on mange tous ensemble, et après, on va au lit, parce que si vous n'arrivez pas à dormir à 21h, vous faites une sieste un peu plus importante dans l'après-midi pour pouvoir garder au moins 6-7 heures de sommeil par 24 heures. Si je suis de l'après-midi, eh ben, je vais au boulot à 13h. Alors, on peut commencer par je mange à midi, là. Je peux faire une sieste après ou avant. Je peux faire une sieste avant. Ça, c'est pas toujours évident. Je vais au travail. En milieu d'après-midi, je vais manger. Une petite collation, là aussi protidique, des choses comme ça. Je rentre le soir, je fais un repas léger. Il vaut mieux faire un bon repas plus marqué à 17h que le soir, une soupe, quelque chose de léger. Je me couche plus tard et je me lève plus tard. Alors, des fois, on se lève plus tôt parce qu'il faut amener les enfants à l'école, etc. Et donc, du coup, là, on prend son petit déjeuner et on peut aller se refaire une sieste le matin, comme je vous disais, avant le repas, avant d'aller au travail. Donc, ça, c'est l'organisation. Ces roulettes sont intéressantes parce que ça permet de maîtriser un peu ses repas et comment on organise sa journée. Si je suis de nuit, eh bien, avant d'aller au travail, je mange en famille et je vais au travail. Je prends une collation à 2h du matin. Alors attention, là, c'est le dernier café vers 1h, là, vers 1h, 2h maximum. Là, on va prendre des protéines, des choses stimulantes. On va éviter la mayonnaise, le pâté, comme je vous disais. On peut amener… Alors, dans les gras, ce qui peut être intéressant, c'est les poissons en boîte. Sur l'inflation, c'est une des choses qui n'est pas trop augmentée, mais le thon, les sardines, tout ça, et c'est très très bon pour la santé. Donc, ça peut être intéressant de manger ça, des yaourts, des sucres lents, une petite salade. Et voilà. Et on rentre chez soi 6h du matin ou 7h du matin. Là, on peut prendre une petite collation ou pas. C'est selon le rituel d'endormissement qu'on a pris. On va se coucher. On essaye de maintenir son sommeil le plus longtemps possible. Et souvent, les gens n'arrivent pas à dormir 7-8 heures. Donc là, il peut être intéressant de faire une collation vers 13h, là, de faire une collation vers 13h. Et après, l'après-midi, vous l'organisez. Soit vous vous recouchez, vous vous rendormez et vous faites vos activités après. Soit vous sentez que vous n'allez pas avoir le sommeil qui arrive. Et à ce moment-là, vous faites votre activité en début d'après-midi et vous allez vous recoucher un peu, là aussi 20 minutes ou plus si vous avez le temps, 1h30, avant le repas du soir. Et donc, ça vous permet toujours d'insister sur le fait de garder un temps de sommeil suffisant. Ce qui est important, c'est de garder au moins 3 repas par 24 heures. Ça, c'est important. Parce que travail de nuit, souvent, il y a une diminution du nombre de repas. Là, je vous ai mis, par exemple, ce qu'on montre aux salariés. Il faut garder 3 repas, limiter les pâtés, la mayonnaise, c'est ce que je vous disais, et plutôt des protéines ou des sucres lents. Donc voilà les collations qu'on peut faire à 7h du matin, le déjeuner de 13h, 14h avec des légumes, des féculents, de la viande et des produits laitiers, le dîner, le repas familial, et la collation de nuit avec des protéines, un petit produit laitier, un fruit, et boire. Il ne faut pas oublier de boire 1,5 litre d'eau par 24 heures. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un équilibre alimentaire? C'est surtout de ne pas sauter les repas. Ça, c'est important, de dire aux gens qui travaillent la nuit de conserver 3 repas par 24 heures, de varier son alimentation, de prévoir ses repas à la semaine, prévoir tout ça. On évite le grignotage, ça c'est important. La nuit, c'est important de ne pas manger sur son lieu de travail, sur son lieu, pas sur son lieu, sur son poste de travail, pardon, et de prendre le temps. Donc les salles de repos, c'est important qu'elles soient ouvertes et qu'elles soient accessibles, bien sûr. Il faut continuer à boire, éviter les boissons alcoolisées. Le café, attention, on l'a dit, ne pas le boire trop tard dans le poste de travail. Et on surveille son poids. Pour surveiller son poids, il faut se peser 1 fois par semaine, ça suffit. Et on essaye de pratiquer une activité physique régulière qui permet de maintenir un poids et de garder plein de choses. Alors, pourquoi on dit de garder une activité physique? C'est une meilleure gestion du stress, de l'anxiété, ça c'est démontré. La qualité du sommeil qui est plus long, il y a moins de réveils nocturnes, on les enregistre moins. On a une meilleure vigilance, on maintient son poids.
c'est sûr que ça évite pas mal de maladies et c'est mieux. C'est conseillé extérieur, toujours pour cette histoire de lumière, donc c'est mieux de le faire en extérieur. Et une activité physique, c'est pas non plus obligatoirement un marathon tous les jours. Ça peut être simplement 40 minutes de marche, c'est pas extraordinaire. C'est une demi-heure de marche, c'est aller faire du vélo une demi-heure. C'est pas non plus l'été aller nager un petit peu ou même aller à la piscine d'hiver. C'est pas une demi-heure, c'est pas non plus 3 heures à la salle de sport tous les jours, quoi. C'est ça l'activité physique, c'est vraiment garder une activité. Donc voilà. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas du tout le discours des gens qui travaillent la nuit. Les gens qui travaillent la nuit, ils aiment bien travailler la nuit. Il y en a plein qui me disent, au moins je suis autonome, je n'ai pas mes responsables sur le dos, j'ai plus de responsabilités parce qu'ils ne sont pas là, et donc j'aime bien être la nuit. En plus, on est une équipe restreinte et il y a une super ambiance avec les collègues. Je peux garder mes enfants, je les amène à l'école le matin, tout va bien. Et en plus, je suis mieux payé. Hein, donc, c'est quand même extraordinaire le travail de nuit. Alors ça, c'est le discours politiquement correct, comme on dit. Mais si on regarde les études, j'en ai pris une au hasard, il y en a eu pas mal d'études sur le travail de nuit. En fait, ce n'est pas si simple que ça. Souvent, les gens la nuit, ils ont plusieurs tâches parce qu'ils sont moins nombreux, donc ils ont souvent plus de tâches. Ils ont une moins grande latitude de décision. En général, les gens qui travaillent, c'est pas les cadres, c'est pas les gens comme ça. Et ils ont la machine qui tourne et elle tourne et il faut qu'elle tourne. Elle tourne aussi vite la nuit que le jour. La production, elle est à la même cadence la nuit. Si le cycle de production il est de 20 minutes dans la journée, la nuit, il ne va pas être de 3/4 d'heure. Il va être de 20 minutes. Donc, il y a des contraintes de rythme de travail qui sont obligées. Hein. Ils ont l'impression aussi que s'ils font une erreur, et c'est là où on voit les actions du travail plus graves, ça va être plus grave. En effet, il n'y a pas le support, les moyens, la maintenance, tout ça ne sont pas présents. Donc, ils vont être obligés, s'il y a une erreur, ça va être beaucoup plus compliqué. D'accord ? Et en plus, si vous êtes dans des services, de service à la personne, comme à l'hôpital. À l'hôpital, la nuit, vous n'avez pas la même population que le jour. Hein. Les soignants, je peux vous dire que la population qui arrive la nuit dans les urgences, ce n'est pas tout à fait la même que dans la journée. Hein, si vous travaillez dans la police, les gens que vous côtoyez la nuit, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas ceux à qui vous mettez des amendes dans la journée et qui sont volants de leur voiture. Donc ça, c'est important. Et la rémunération, alors la rémunération, elle est de 8% plus importante pour le travail de nuit complet. Alors, si vous êtes à 1 600, 1 700 euros par mois, hein, quand vous travaillez de nuit, eh bien, vous allez avoir 100 à 150 euros, 200 euros de plus par mois, de plus. D'accord ? Donc, est-ce que ça vaut la chandelle ? Ce n'est pas évident. Si vous êtes en 3-8, ce n'est plus que 4%. Donc, c'est la moitié que ça va vous rapporter en plus. Donc, la rémunération, certes, c'est important. Hein, quand vous avez 10% de plus de votre salaire, ce n'est pas négligeable. Mais il y a des conséquences sur la santé aussi. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, il faut essayer de dormir au moins 7 heures. Hein. Descendre en dessous de 6 heures, 24 heures, ce n'est pas bon du tout. Donc, c'est ce qui est important. Il faut porter une attention particulière à son environnement, la température de la chambre. En Bretagne, souvent, les chambres sont sous les toits. Avec les Velux, elles sont un peu chaudes, donc dormir en bas, par exemple. Le voisin qui ne fasse pas trop de bruit, la lumière, etc. Pratiquer des siestes, il faut essayer de minimiser sa dette de sommeil, hein, c'est important. Pratiquer une activité physique régulière, de la marche, du vélo, des choses que l'on peut faire, hein, ce n'est pas obligé d'être un grand compétiteur. Et surtout, éviter le grignotage et avoir 3 repas par 24 heures, c'est des messages qu'il faut absolument faire passer aux salariés. Alors, la loi de 2016, elle développe plein de choses avec les services de santé au travail. L'ANSES a sorti des recommandations pour le suivi des travailleurs de nuit en 2016. Bon, ça fait 400 pages, hein, c'est très très intéressant. Mais quand même, bon, c'est surtout, ils insistent sur l'information et la formation des salariés. Il faut que les gens soient au courant.
si vous voulez, les fumeurs, par exemple, je pense qu'il n'y a aucun fumeur qui ne sait pas que fumer, ça donne le cancer. Avec l'information qu'on a faite aux fumeurs, les paquets de cigarettes maintenant, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de fumeurs. Mais ils sont informés. Les travailleurs de nuit, je ne suis pas sûr qu'ils soient informés du risque qu'ils encourent quand ils sont de nuit, et c'est important. D'ailleurs, le travail de nuit est resté dans la pénibilité, hein. Ça reste dans les facteurs de pénibilité. Il y a aussi un gros travail de conseil aux employeurs sur le travail de nuit et posté. Là, sur le contenu du travail de nuit, par exemple, ça dépend. Si vous avez un cycle de travail de 20 minutes, vous n'allez pas le changer. Mais si vous avez une production qui dure 17-18 heures, il peut être intéressant de la commencer à une certaine heure et de ne pas avoir la fin de la production en pleine nuit où il va falloir tout nettoyer, ou de commencer la production où il va falloir faire très attention à ce qu'on commence dans la nuit. Donc tout ça, c'est des organisations. Ce n'est pas des pertes importantes pour l'entreprise de décaler 3-4 heures les débuts de production, des choses comme ça. Dans l'organisation du travail, qu'est-ce qu'on fait la nuit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est assez important. Donc tout ça, les services de santé au travail sont aussi à la disposition des entreprises pour parler de ça, du contenu, des études de poste, etc. Il y a plein de documents pour informer les salariés. Alors, l'INRS à gauche a fait des revues. Ils ont même 4 revues sur la sieste qui est au fond là-bas, mais on ne le voit peut-être pas bien. L'INRS a fait des documents. En Bretagne, la CARSAT a fait un petit document assez intéressant qui résume bien tout ce que je vous ai raconté, là, même parfois plus détaillé, avec les roulettes qui sont intéressantes à faire. Donc ça, c'est intéressant. Dans le Morbihan, on a fait sommeil, alimentation, travail qu'on distribue aux salariés. Et les services de santé au travail se traînent à votre disposition pour des formations aux salariés. Alors, nous, dans le Morbihan, on a fait un jeu de loi, quoi, un petit peu, un jeu participatif avec des questions, avec des participations pour que ce soit plus ludique, pour faire passer les messages que je vous ai résumés là en 1 heure. Donc, on a des formations d'1 heure. Et dans le service Iroise, je vais redonner la parole à Virginie, ils ont mis en place un escape game qui est pour la formation. Voilà. Je passe la parole à Virginie. Oui, tout à fait. Alors, nous, au niveau du service santé-travail en Iroise, donc de Brest, on a élaboré un escape game. Donc, vous voyez les photos en bas à gauche. Donc, c'est un jeu d'évasion. Donc, il va falloir résoudre des énigmes dans un temps imparti. Bon, ces énigmes sont toutes articulées autour du sommeil. Et à la fin du jeu, on a un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu, hein, les conseils pour avoir un sommeil de qualité, notamment lorsqu'on travaille de nuit ou en travail posté. Donc, pour exemple, on va vous montrer une petite vidéo. Là ? Arrêtez le partage. Donc, c'était un reportage qui a été fait au niveau d'une entreprise dans le Finistère, où on a fait plusieurs séances d'escape game. Et donc, je vais vous partager maintenant ce petit reportage qui dure 2 minutes. Je trouve ça très intéressant comme format et ça permet justement de démocratiser un peu la prévention de manière plus ludique. Ça permet de travailler déjà entre collègues de différents services, donc ça nous permet d'avoir des clés en plus pour mieux comprendre le sommeil. L'idée, c'est de sensibiliser au sommeil et surtout aux bonnes clés pour avoir un bon sommeil. Elles ont 5 énigmes à résoudre et donc elles sont en train de résoudre les énigmes les unes après les autres. Là, elles en sont à la 4e, je pense. Et puis, au fur et à mesure qu'elles trouvent, on leur donne les clés pour l'énigme finale. Avec l'escape game, on a vu qu'il y avait une autre dynamique.
Les gens étaient très satisfaits de participer. On voit sur notre borne de mesure de la satisfaction. Donc ça nous encourage à poursuivre sur ce type de formation. On a prévu des choses sur l'alimentation, les addictions et puis bien sûr tous les sujets qui sont à même de parler de santé et de sécurité au travail. C'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on n'arrive plus à capter le public avec des PowerPoint ou des choses comme ça. Donc l'aspect ludique est vraiment intéressant et les gens retiennent bien ce qui est dit. Franchement, je ne verrai plus maintenant le cycle du sommeil de la même façon et je vais essayer de faire mieux que ce que je fais actuellement. Parce que c'est vrai que je me rends compte que je fais aussi pas mal d'excès. Donc bon, d'un côté, ça permet d'apprendre et de réparer les dégâts qu'on a déjà commencé. On ne fait que rappeler en fait les bonnes pratiques pour avoir un bon sommeil. On se rend compte que les gens les connaissent, mais qu'au jour le jour, on les oublie. Donc l'idée, elle est là. Donc, comme vous avez pu voir, les employeurs sont très intéressés par ce format, puisqu'effectivement, le salarié participe. Il n'est pas juste assis sur une chaise à regarder une présentation, comme vous pouvez le faire aujourd'hui, je suis désolée. Et de cette manière, comme c'est le salarié qui doit chercher par lui-même des réponses, il va mieux intégrer les connaissances qu'il va pouvoir découvrir. Et c'est aussi une manière de partager donc toutes ces informations sur les risques professionnels. Donc il faut savoir que sur Brest, on a donc cet escape game pour le sommeil. On est en cours de préparation d'un escape game également sur les addictions. Et à venir, ces escape games vont bientôt être partagés avec les autres services santé au travail en Bretagne. S'ils veulent bien. Donc, vous pourrez bientôt les retrouver dans vos propres services en santé au travail. Alors, pour la présentation, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions éventuellement pour compléter les informations qu'on vous a déjà données? Tout le monde s'est endormi, docteur, je pense. Non, je peux demander, donc je suis avec mes collègues. Est-ce qu'il y a des questions à répondre? C'était trop clair. C'est ça. Bon, je crois qu'on peut clore la séance. Ah. S'il y a une question, docteur, comment accompagner les personnes en retraite? Les personnes en retraite. Par rapport au sommeil, ou c'est Madame Douguet? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Après, la CPAM fait des actions sur le sommeil pour les retraités, tout ça. Il y a pas mal d'informations et de choses comme ça. Alors la question, c'est comment accompagner les personnes en retraite qui ont eu un déficit de sommeil durant leur carrière? Oula. S'ils ont des groupes, d'abord s'adresser à leur médecin traitant, c'est sûr. Et puis il y a des centres du sommeil aussi qui sont intéressants pour essayer de se rééduquer, de revoir, parce que souvent les gens après ils vont prendre des somnifères, etc. Et donc pour se déshabituer des somnifères, ça peut être intéressant d'aller dans les centres du sommeil. Ça, faut chercher sur Internet, il y en a dans tous les départements. À Brest, il y a un très grand centre du sommeil, Rennes. Nous, à Lorient, il y en a un, Quimper, je ne sais pas. Bref, vous cherchez les centres du sommeil et vous allez en consultation dans les centres du sommeil. Et c'est sans doute c'est les spécialistes du sommeil, les somnologues. Et là, vous aurez le meilleur accompagnement que vous pouvez avoir pour votre sommeil, quoi.
Après, c'est pas déclaré en maladie professionnelle, hein, donc on peut pas déclarer des troubles du sommeil sur des gens qui ont été de nuit toute leur vie professionnelle. On va pas déclarer une insomnie en maladie professionnelle. Hein, c'est pas un tableau, même à caractère professionnel. Je pense pas que ça a déjà été fait. Hein, c'est pas, ça, à ma connaissance, c'est pas encore connu. Alors, on a encore des questions. Alors, c'est une question d'une personne qui demande qu'elle avait entendu qu'il fallait dormir par un multiple de cycles de sommeil d'1 heure et demie. Est-ce exact? Alors, les cycles du sommeil, 1 heure et demie, c'est le début. Alors, si on prend une nuit normale, la nuit, on va avoir des cycles de sommeil d'1 heure et demie en début de nuit. Ça peut être à 1h50 à peu près selon les individus. Et donc, on va faire, on a 2 cycles de sommeil d'1 heure et demie, donc ça fait 3 à 4 heures de sommeil où on a 2 grands cycles de sommeil. Mais après, dans la nuit, les cycles de sommeil qui vont se raccourcir dans la nuit et devenir de plus en plus courts, avec des cycles très très courts, parce que quand on se rendort 10 minutes, on peut dire que c'est un cycle de sommeil le matin. Quand vous vous endormez, vous restez au lit, vous rendormez, vous allez faire que du sommeil paradoxal, donc un rêve, et donc vous allez dormir que 10 minutes. Donc le cycle de sommeil d'1 heure et demie, c'est vrai en début de nuit, ou en début, pour les travailleurs de nuit, c'est vrai en début de quand ils se couchent le matin. Donc ils ont 2 fois 1 heure et demie à peu près, entre 3 et 4 heures de sommeil, où ils ont fait 2 cycles de sommeil. Et après, c'est plus des cycles plus courts. Donc on ne peut pas dire que tous les cycles de la nuit font 1 heure et demie. C'est clair? Nous avons une autre question. Pourquoi avons-nous parfois une sensation de fatigue après une micro-sieste? Et de ce fait, comment pouvons-nous vendre, entre guillemets, la micro-sieste, donc les bienfaits de la micro-sieste? Alors, après la micro-sieste, souvent, il n'y a pas une sensation. C'est rare qu'il y ait une sensation de fatigue après une micro-sieste. Ça peut arriver, mais là, souvent, c'est des gens qui vont s'enfoncer assez vite dans le sommeil. Comme je disais, la sieste, pour quelqu'un qui a en dette de sommeil, il va s'enfoncer dans le sommeil profond. Et là, si on vous réveille dans votre premier cycle de sommeil 1 heure après vous vous êtes endormi, vous n'allez pas être bien, vous n'allez vraiment pas avoir le contact facile, vous allez mettre du temps à vous remettre dans le raisonnement normal, etc. Donc les micro-siestes chez les gens, ils trouvent qu'il y a une inertie du sommeil après une micro-sieste. Soit il y a 2 solutions, soit ils ont une dette de sommeil importante, et donc là, la micro-sieste ne va pas réparer cette dette de sommeil et ils s'enfoncent très rapidement dans le sommeil et donc ils sont déjà presque en 5 minutes dans du sommeil profond. Et donc, il faut vraiment qu'ils augmentent leur temps de sommeil toutes les nuits ou qu'ils augmentent leur temps de sommeil pour récupérer une vigilance un peu meilleure, hein, qui diminue leur dette de sommeil. Généralement, c'est ça. Hein, c'est parce que les gens s'enfoncent un peu trop vite dans le sommeil. Ou alors ils ont une capacité à s'endormir très rapidement, mais souvent c'est quand même dû à une dette de sommeil importante. D'accord? Et enfin, on a une question plutôt pratique. Donc, les personnes qui sont postées en 5-8. Alors, comment peut-on gérer le passage du matin, après-midi et nuit consécutifs? Alors, au début, oui, on disait de faire des rotations courtes pour garder la chronobiologie. De nos jours, on ne sait plus trop qu'est-ce qui est bien parce que pour l'organisme, travailler la nuit, c'est pas terrible. Et alors, il vaut mieux faire des rotations dans le sens horaire, c'est-à-dire commencer par le matin, puis l'après-midi, puis la nuit, et pas l'inverse, nuit, après-midi, matin, en anti-horaire. Ça, c'est vrai pour 80% de la population, parce que vous avez 20% de la population qui est du soir et qui préfère retourner dans l'autre sens. Donc, vous avez toujours des irréductibles qui disent « Ah ben non, moi je préférais comment tourner avant ». Donc ça, vous avez des conseils, mais pas sur 100% de la population. Vous allez avoir des conseils sur une majorité de la population. C'est toujours ce qu'il faut vous dire. Il y aura toujours des gens qui trouvaient que c'était mieux avant. Il y en a un paquet de gens qui trouvent que c'était mieux avant. Et des gens qui vont trouver mieux ce qu'il est. Donc, est-ce qu'il faut faire des rotations courtes ou longues? On a beaucoup tapé sur les rotations à la semaine, c'est-à-dire travailler toute une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, une semaine de nuit. Ce qu'on conseille le plus quand même, ça serait de faire 2-3 semaines, si on est à la semaine par exemple, 2-3 semaines de nuit. Si vous faites 2 d'affilée, au moins vous vous calez votre horloge,
l'horloge biologique ne va pas se décaler, mais vous allez arriver à vous organiser. Et si vous faites 3 semaines de nuit, vous avez du coup 6 semaines où vous êtes du matin et de l'après-midi, en alternance ou 2 le matin, de l'après-midi. Et ça va permettre d'être plus régulier que d'avoir le 3-8 comme ça, ou matin, après-midi, nuit. Donc si vous faites 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi, 3 fois la nuit, hop, vous recommencez et vous avez même, vous voyez, c'est plus régulier. Donc ça permet de garder plus de temps comme ça pour le travail de jour. Quand on est en rotation courte, très très courte, de 2-3 jours, là c'est plus compliqué. Il faut bien respecter matin, après-midi, nuit, matin, après-midi, nuit. Et après les rotations courtes, il est important d'avoir 3 à 4 jours, si c'est possible, de repos pour garder. Et après, il faut faire une analyse, regarder le contenu du travail aussi, c'est ce que je disais. C'est important de voir le contenu du travail et donc analyser cas par cas. Et il n'y a pas de solution idéale, de toute façon. Et la meilleure solution, c'est celle à laquelle on fait participer les salariés. On leur demande leur avis, on les fait participer, on ne leur impose pas une rotation horaire ou un début de cycle, parce que même commencer le matin, par exemple, ça serait pas mal de commencer à 7 heures du matin. Au moins, vous ne vous levez pas très tôt, parce que quand les gens ils commencent, quand les gens ils font 5h, 13h, par exemple, et ben à 5h, ils sont debout à 3-4 heures du matin. Alors que s'ils commençaient à 6h, 14h, ils seraient debout un peu plus tard. Mais les gens, ils n'aiment pas commencer à 6h du matin. Dans les entreprises où je voulais changer ça, on a fait des enquêtes, enfin des statistiques, machin. On n'a jamais réussi à changer les horaires parce que les gens, ils avaient l'habitude de travailler 5h, 13h et 6h, 14h, ils ne voulaient pas le faire. 14h, 22h, ils trouvaient que 22h, ils rentraient trop tard à la maison. Et pourtant, si on se base sur la santé, c'est mieux. Je n'ai pas de réponse. Il faut supprimer le risque, comme on dit. Et donc, il n'y a plus de questions? Très bien. Ah si, sur les escape games, les jeux de plateau. Alors, les escape games et les jeux de plateau donc, ne peuvent pas être empruntés, puisque c'est notre propriété. Et par contre, vous pouvez demander au médecin du travail avoir une intervention au sein de votre entreprise. Et donc, à ce moment-là, ce sont des infirmiers et des préventeurs qui se déplacent et qui viennent animer le jeu dans votre entreprise. Alors nous, c'est pas pareil. Notre jeu de plateau, il peut être emprunté au CODES, c'est ça, les centres d'équipement de l'éducation nationale qui ont acheté des plateaux partout en Bretagne. Et donc, il y en a un par département. Alors, il y a une version apprentie, parce qu'au départ, on avait fait ça pour les apprentis. Et donc, souvent, ils ont la version apprentie, mais travailleurs de nuit, souvent, ils ne l'ont pas. Mais après, vous pouvez vous rapprocher de votre service de santé au travail, c'est compris dans la cotisation aussi. Donc. Il faut savoir également qu'on fait de la prévention individuelle, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit les salariés en visite médicale, s'ils travaillent de nuit, on leur donne aussi, durant la visite, des conseils. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, on vous remercie pour votre participation nombreuse à ce webinaire, que je rappelle que vous pouvez retrouver en replay sur le lien où vous avez cliqué pour nous rejoindre cet après-midi. Et pour, si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous rapprocher de vos médecins du travail. Merci beaucoup. Merci pour l'écoute. Merci à vous. Merci. Bonne fin d'après-midi. Pareillement, au revoir. Au revoir.